comme ça. Voilà. Alors, le retour. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette table ronde dédiée à la formation. Alors, aujourd'hui, ce secteur est confronté à des enjeux importants. Par exemple, le concept de formation tout au long de la vie. On connaissait l'apprentissage de quelques années, ouvrant sur un métier pratiqué tout au long de sa carrière. Et de plus en plus, le marché demande des collaborateurs évolutifs, naturellement aptes à consolider leur savoir-faire en ajoutant des briques de connaissances pour évoluer. Autre challenge majeur, comment concilier les besoins d'un monde professionnel qui évolue très vite et les programmes de formation qui sont parfois développés et déployés sur des temps longs, une latence qui peut déboucher sur un manque d'adéquation entre les offres et les demandeurs d'emploi. Alors, on va évoquer ces challenges de la formation et beaucoup d'autres avec nos deux invités de premier plan. Monsieur Laurent Champanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général Arts et Métiers, une grande école qu'on ne présente plus. Et monsieur Laurent Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur opérationnel du campus des métiers et qualifications, industrie du futur sud pour la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre troisième invité, monsieur Samuel Violin, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, a été appelé au dernier moment pour une réunion ministérielle. Il s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous comme prévu. Alors, avant de peut-être vous entendre chacun nous raconter votre vision de la formation, j'aimerais, pour commencer, avoir votre regard sur ce changement majeur qui a été déclenché par la crise du Covid. C'est la visio, c'est la distance. Ça a bouleversé la vie d'entreprise, j'imagine que la formation aussi. Comment ça s'est passé, par exemple, aux Arts et Métiers, monsieur Champanet ? Ça s'est passé un petit peu comme partout, c'est-à-dire qu'on s'est adapté dans l'urgence à la situation, avec une logique qui est de dire ce qu'on fait en formation, c'est préfigurateur de ce qui va se passer dans les entreprises. Donc le travail à distance, c'est quelque chose qu'on doit garder parce que les étudiants conformes, qui seront ingénieurs dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vont forcément se retrouver en situation de travail à distance, de management à distance, de relations clients à distance. Et donc du coup, on a pu s'adapter assez rapidement parce il se trouvait qu'on avait déjà les outils en place pour le faire. Et ça a mis en place une mutation sans doute assez définitive, autant qu'elle l'est dans l'entreprise. Très bien. Et vous, comment ça s'est passé alors, ce changement radical ? Alors, ce changement, donc, par rapport au réseau d'établissements de formation, donc, effectivement, les outils collaboratifs ont tendé à les développer, une forme d'accélération notamment sur cette mise en place. Une certaine difficulté quand même pour certains élèves, très clairement. Rester longtemps en distanciel est assez difficile. Je pense qu'ils ont hâte de retrouver quand même l'école et le présentiel. Alors, on pense souvent au moment de vie, mais pour l'école, c'est également le cas. Et du point de vue industriel, puisqu'on est sur ce salon, nous, du point de vue campus, on avait cette approche avec nos industriels. Finalement, on a eu la chance en région sud réunions auxquelles j'ai pu assister, d'être moindrement impacté. Je pense souvent à la filière aéronautique de l'hélicoptère qui a pu être soutenue de par ses marchés par rapport à l'aéronautique et l'avion qui a été extrêmement impacté. Voilà. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet de la formation, après ce regard sur les différents changements de la formation, vous, sur le campus des métiers, quelles sont les tendances que vous voyez, les tendances fortes ? Après cet épisode, maintenant on parle de relance de l'industrie. De plus en plus, on a besoin de cette adéquation entre la formation et les besoins de l'industrie. Alors, il faut bien comprendre la définition du campus des métiers et des qualifications. Donc à la base, c'est vraiment un label interministériel qui vise à rapprocher les problématiques du monde économique et de la formation tout au long de la vie. Et tout cycle, Bac-3, Bac+5, et le doctorat également, et la recherche. Donc dans cette approche de campus, donc qui n'est pas incarné dans un seul lieu, mais qui est bien un réseau d'établissements de formation, notre ambition est vraiment d'être à l'écoute. Et la problématique d'entrée du campus, c'est le besoin des entreprises. Donc la mission, c'est bien de faire cette adéquation, tout en permettant aux jeunes, néanmoins, d'avoir des compétences transversales, qui sont aussi demandées par les entreprises. Ils veulent du spécifique, mais également du transversal. Donc c'est un petit peu notre défi, notre challenge. Voilà. Et du coup, ça veut dire à la fois avoir une grande proximité avec tout le tissu industriel régional, d'aller les voir de façon très régulière, et puis vous, d'adapter dans un temps très court
les formations et la réponse? Oui, l'écoute des partenaires économiques se fait via directement les grands donneurs d'ordre. Plus difficile à capter les plus petites entreprises, en tout cas sur leurs besoins, mais dans l'industrie, on arrive à avoir cette chaîne de valeur qui nous permet quand même d'avoir les grandes tendances sur ces compétences. La force du campus aussi, c'est d'être présent dans certaines institutions, les EDEC souvent qui sont plutôt portés par le ministère du Travail et très peu par le scolaire ou l'enseignement supérieur. Donc on se retrouve dans ce type d'instance et on arrive un petit peu à capter ces signaux du monde économique et en même temps on alerte un petit peu ou on informe surtout sur ce qu'on fait déjà parce que parfois on fait beaucoup de choses et ça suit malgré tout les tendances. Donc on a vraiment ce dialogue qui se met en place. Grand donneur d'ordre très présent, les branches professionnelles, les OPCO, donc ça ce sont les acteurs majeurs et on tend là à chercher aussi des informations dans les plus petites entreprises, schémas plus complexes. Voilà. Alors, on va dérouler des photos. Je pense que Christophe m'entend. On va peut-être dérouler de temps en temps les photos pour voir derrière nous. Voilà, la suivante. Voilà, on va rentrer dans le cœur de l'actualité et de l'écosystème de la formation. Alors, aux arts et métiers, là, c'est pareil. Il y a une adéquation très forte. Vous formez des ingénieurs depuis des générations et des générations. Vous êtes en phase vraiment très forte avec l'industrie. Comment se passent ces périodes comme ça de changement très rapide? Comment vous avez, on va dire, adapté la formation aux arts et métiers avec ces changements rapides d'entreprise? Alors c'est un changement qui est rapide, mais qui est aussi rapide que ce que peut faire l'industrie, puisqu'on a les mêmes problématiques aux arts et métiers. Comme vous l'avez rappelé, ça fait près de 250 ans qu'on forme des ingénieurs, avec une logique qui est inscrite dans notre nom. Historiquement, les arts, c'était les sciences, et les métiers, c'était les technologies, c'était les machines. Donc on a des campus comme celui que vous voyez là. Ça, c'est l'entrée d'un site industriel, donc on a les mêmes problématiques que celles d'un site industriel. Avec un objectif, une problématique actuelle qui est, contrairement à ce qu'on faisait avant, où on avait une séparation assez forte d'enseignement scientifique et d'enseignement plutôt pratique, aujourd'hui, le numérique fait qu'on fait rejoindre les deux. Et donc du coup, notre enjeu aujourd'hui, comme celui de l'industrie, c'est de mélanger le réel et le virtuel. Alors à la fois en termes d'outils, de technologies qui sont utilisés, mais aussi comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée dont on parlera, mais aussi en termes de pratiques pédagogiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand on est sur des systèmes industriels pour déployer une technologie qui s'appuie à la fois sur les équipements qu'on a sur place et sur des jumeaux numériques auxquels on accède de manière virtuelle en présence dessus. Et ça, c'est un processus qui nécessite des équipements adaptés et puis un changement pédagogique, c'est-à-dire une formation des formateurs à ces nouvelles pratiques-là. Et puis, comme on est sur des sites industriels, des compétences aussi chez les techniciens et les ingénieurs qui nous accompagnent dans le champ de la formation. Donc, on s'est lancé dans cette optique-là. Alors, moi, je suis aussi président de la conférence des grandes écoles, donc j'ai un petit peu un poste d'observation sur voir ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Certaines écoles ont pris une logique de dire on s'équipe d'un système qu'on appelle ligne de production 4.0 qui permet de jouer un certain nombre de scénarios. Nous, on s'est plutôt mis dans une approche un peu différente qui est celle de dire c'est très rare un industriel qui s'équipe d'une nouvelle ligne complète. On est plutôt dans une évolution permanente des systèmes au gré des financements qu'on peut obtenir, au gré des évolutions de compétences de nos salariés. Donc on s'est mis dans cette même logique. Donc on a mis en place un projet qu'on a appelé Evolutive Learning Factory, de se dire, ça fait 250 ans qu'on est là, on a des équipements, on a du savoir-faire, comme n'importe quelle entreprise industrielle qui a, au jour d'aujourd'hui, ses équipements, savoir-faire. On a des envies, on sait où on veut aller, et puis on va avancer doucement, à chaque fois en embarquant formation des personnels, formation des enseignants, aller postuler sur des appels à projets pour récupérer du financement, s'équiper et puis ainsi de suite, faire évoluer notre système de formation de manière permanente comme le fait n'importe quel industriel. Voilà. Et alors ça, on essaye de le faire chez nous, mais on le fait aussi avec des partenaires comme nos partenaires des campus des métiers et qualifications qui ont les mêmes problématiques que nous. Voilà. Donc on s'est mis plutôt dans une logique d'évolution douce mais permanente plutôt que de dire on saute une marche et puis après on ne bougera plus pendant longtemps.
À vous écouter, on se dit qu'il y a cette même évolution qu'une entreprise, finalement, maintenant dans la formation, parce que d'une part, il y aura la formation tout au long de la vie. On va devoir subgrader à la fois les formateurs et puis les étudiants, bien sûr. Il y a cette logique-là, et puis il y a cette logique du matériel, de la technologie qui avance. Donc vous avez évolué. Avant, on envisageait la formation comme une suite des études. Aujourd'hui, de plus en plus, ça fait partie presque des métiers. On s'est rapproché du monde professionnel, finalement. Tout à fait. C'est-à-dire que, et puis, il est vraiment important. On avait tendance effectivement à séparer la formation initiale, la formation continue, avec une formation initiale très très cadrée. Voilà. C'est vrai que la formation continue, la formation tout au long de la vie, était beaucoup plus adaptée à des problématiques industrielles, beaucoup plus calquée sur le concret. Là, je pense qu'on va vers une convergence des deux. Que permet en fait les outils numériques essentiellement, hein, et c'est vraiment une bonne chose. Et il faut qu'on continue dans ce sens-là. Je pense qu'on n'en est pas encore à mélanger les deux types de population, formation initiale, formation continue. Mais si à minima on peut faire que les scénarios pédagogiques, les outils de formation qu'on utilise soient les mêmes, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est important aussi pour nous de mettre tout de suite nos jeunes ingénieurs dans une logique de formation tout au long de la vie. Donc plus ils pourront partager leurs espaces de formation avec des ingénieurs plus âgés qui sont en phase d'évolution permanente, plus ils pourront se mettre dans la tête que eux aussi, leur formation ne s'arrête plus là. Et c'est important parce qu'effectivement, autant il y a peut-être 20 ou 30 ans, quand on forme un ingénieur, on lui disait à la fin de ta formation, tu as toute la trousse à outils qui va te servir, allez, pendant les 20 premières années de carrière. Maintenant, on ne peut pas s'engager sur 20 ans. Hein. Si on peut s'engager sur 2 ans, déjà c'est pas mal. Quoi. Voilà, la trousse à outils aujourd'hui, voilà. Elle sert entre 2 et 5 ans. Et puis après, il faut remettre une brique. Voilà. Donc du coup, forcément, on doit forcément les mettre dans cette logique de formation permanente. On voit par exemple là sur l'image une promo de Galzar probablement. Exactement. Les femmes, on voit des femmes. On parle de la formation aujourd'hui. Dans l'industrie, tout le monde demande une présence féminine renforcée. Comment ça se passe, vous, sur les dernières années? Comment ça a évolué Alors là, on les voit bien parce que la photo est bien prise, mais oui. on reste mise devant. On reste malheureusement... moi, ça fait 10 ans que je suis aux arts et métiers. La situation évolue très peu, voire pas du tout. Hein. Nous, là j'ai regardé ce matin avant de venir les chiffres de la rentrée. On est à 18% de jeunes femmes dans nos programmes grande école, ce qui reste très faible, ouais. Avec une problématique qui est dans les filières dans lesquelles on recrute, on est déjà sur ces taux-là, voire en dessous. Et donc du coup, il y a vraiment un changement culturel à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas que les filles ne veulent pas aller aux arts et métiers, c'est qu'il manque de filles dans les filières scientifiques. Alors que, comme vous le dites, il y a une attente énorme de l'industrie derrière. Bien sûr. Et qui n'est pas qu'une attente liée à du quota ou à de l'image. C'est vraiment le besoin d'une diversification de la population qui travaille dans l'industrie. Et puis, voilà, besoin d'un changement. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour que les filles ne viennent pas dans ces filières-là. Et quand elles sont là, elles réussissent mieux que les garçons. Donc, il y a vraiment un sujet. On y passe beaucoup de temps. Je crois que l'association Elle Bouge et participe au salon. Elle fait un effort énorme pour motiver les choses, mais il y a vraiment un changement culturel à faire et qui est extrêmement important, pas pour nous en tant qu'école, mais pour l'ensemble de l'industrie. Bien sûr, parce que c'est très fructueux aussi d'avoir des femmes, ne serait-ce que dans tous les corps de métier aujourd'hui, c'est très important. Vous, comment ça se passe aussi, Laurent, chez vous? Sur la féminisation, comme l'a dit M. Champanet, ça doit démarrer très tôt au niveau scolaire. Donc, oui. Heureusement, on a des associations. Donc, il y a Elle Bouge. L'an dernier, on avait Air Emploi. Chaque année, Salon du Bourget, il y a un concours féminisant les métiers de l'aéronautique. Donc, ça, on y participe. C'est niveau collège. Donc, effectivement, il faut orienter très tôt, ou en tout cas montrer le champ des possibles. Hein. Après, le pourcentage, il n'y a pas à forcer, mais en tout cas, montrer le champ des possibles. On décline ça aussi
dans les métiers de l'énergie en région. Voilà, en tout cas, je sais que c'est un effort qui existe depuis de longues années. Je pense qu'on en aura encore pour un grand moment, un long moment. Mais le changement de l'industrie, mieux faire connaître l'industrie, c'est aussi ça, hein, l'idée de changer les métiers, la façon de voir les métiers. Souvent, on remet en question les noms des diplômes, les noms des métiers. Est-ce que chaudronnier est toujours attractif ou pas? C'est des métiers qui évoluent, hein, les arts et métiers. C'est une des plus vieilles écoles d'ingénieurs. Hein, quand dans le campus, qui est un label, hein, je rappelle une marque, mais quand on travaille avec des partenaires comme les arts et métiers, vieille, aussi grande école et institution, c'est déjà une marque en soi, très clairement, et elle porte déjà toute cette histoire. Et elle a évolué dans le temps, donc ça a été dit, et c'est faire prendre conscience que l'évolution de l'industrie, c'est ce qu'on peut voir dans ce salon, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, en tout cas, on a cette possibilité. Il y a encore du travail, très clairement, mais on y œuvre. Oui, parce que la pénibilité a quand même beaucoup baissé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont presque pas faits pour les femmes, enfin disons que, où elles peuvent vraiment s'épanouir complètement. Ah, c'est clair, et puis je pense qu'on en a parlé ce matin. La ministre Pannier-Runacher a dit que l'industrie, c'était dans l'économie, c'était un des milieux où il y avait le plus de redistribution. Je pense qu'on rêve tous de revenir à l'idée de base qui est que l'industrie, ce n'est pas un monde qui est là pour faire de l'argent. L'industrie, c'est un besoin de réponse aux problèmes de la société. J'ai l'habitude de dire que plus il y aura dans l'industrie toute la diversité de la société, hein, alors les questions hommes-femmes, mais plus que ça, plus l'industrie répondra bien et de manière sociale aux attentes de la société. Donc l'effort, il n'est pas que, voilà, c'est pas qu'une question de quota, c'est vraiment quelque chose de politique, parce que je pense que, peut-être qu'on en parlera après, mais on voit que nous, les jeunes, ils ont une attente d'une industrie plus sociale, plus solidaire, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des hommes, des femmes. Donc c'est important de pouvoir aller dans cette direction-là. Alors justement, puisqu'on est sur le domaine social, l'importance des territoires, l'importance de ce qu'on peut développer et relocaliser, c'est peut-être une chance. Là, il y a un moment, on est à un carrefour de toute façon. Hein. On a vu que tous les domaines ont été bouleversés par ces 18 mois qu'on vient de vivre. Il y a peut-être une chance dans la relocalisation de tout d'un coup de faire redécouvrir l'industrie qui représentait, je sais plus, je crois 46% de l'activité au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui aujourd'hui est à 12-15%. Voilà, on a beaucoup de tertiaires en France aujourd'hui. Il faut redistribuer un petit peu l'activité en se disant relocalisons et redynamisons l'industrie. C'est peut-être une chance, non ? Oui, effectivement. Alors, bon, nous, il se trouve qu'aux Arts et Métiers, on a plusieurs implantations en France. Hein. On a 8 campus majeurs et puis 3 implantations un peu plus petites. Et effectivement, on sent qu'aujourd'hui, jouer le triptyque collectivité, réseau, entreprise et enseignement supérieur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans les politiques publiques, alors même si une grosse part de nos financements viennent de l'État, on a des financements qui sont de plus en plus sur appel à projet, où la part de financement local est le déclencheur qui va générer le financement global. Donc nous, le travail avec les collectivités locales, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis en plus, ces collectivités, elles sont souvent très en lien avec un tissu d'entreprises, de petites entreprises que nous, on a du mal à adresser de manière directe parce qu'on n'a pas cette habitude, on n'a pas la même façon de travailler. Donc de plus en plus, on travaille vraiment en local. La présence d'étudiants sur place, en particulier dans des sites de petite taille, est extrêmement importante pour le dynamisme local. Donc on voit que la mayonnaise prend bien. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, après en local, aujourd'hui, la formation, c'est un système qu'on a du mal à financer. Les équipements de formation, c'est des choses qu'on a du mal à financer, donc on doit faire ensemble. Et l'exemple de Campus des métiers et qualifications, c'est de se dire, en local, on a toutes les compétences, on peut les chercher sur le territoire, et puis on va essayer de s'articuler les uns avec les autres pour fonctionner de manière efficace et arrêter d'être chacun dans son coin. Voilà. Donc il y a vraiment... Et puis, de plus en plus, on a parlé ce matin pendant le CNI des questions territoire d'industrie. Hein. Oui. On sent une appétence, un attachement territorial des jeunes, une volonté de contribuer à la dynamique de leur territoire. Et comment faire plus de dynamisme qu'en venant dans l'industrie, je ne sais pas. Donc c'est extrêmement important de jouer cette carte-là. Et
on voit de plus en plus de collectivités territoriales. On l'a particulièrement vu pendant les campagnes pour les élections régionales, hein, des gens qui cherchent à faire venir la formation sur leur site, sortir de l'idée de dire il faut que les jeunes sortent, aillent se former dans une grande métropole et ils reviendront. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de besoins, en particulier dans le champ de l'ingénierie, il y a tellement de besoins d'ingénieurs que les jeunes qui partent, ils ne reviennent pas. Donc jouer la carte locale de la formation. Et la formation à distance, dont on parlait avant, est aussi un moyen de se dire si tel bloc de formation, je ne peux pas l'organiser localement parce que je n'ai pas les enseignants, on va aller les chercher à distance. Encore une photo bien prise Alors ça c'est une photo qui vient d'une campagne qu'on a faite il y a quelques années qui s'appelait volontairement Technologie non féminin, oui, pour montrer en fait des jeunes femmes dans leur environnement de travail ou de formation en milieu industriel. Très bien. C'est vrai que ça rejoint l'économie circulaire, hein. Tout ce qu'on évoque là, le fait de redynamiser les territoires, et on sait à quel point l'économie circulaire aujourd'hui est un enjeu très important. Je vais avancer un petit peu pour qu'on retrouve, Laurent, vos slides, justement pour qu'on évoque un peu vos missions en fait sur le campus. Là, on a vu cette importance de relocaliser, de redynamiser les régions, les territoires, pour faire vivre justement l'industrie de l'intérieur. Alors vous, les contextes et l'ambition de l'industrie dans le sud, dans la région sud, comment vous voyez ça ? Comme l'a dit Laurent, c'est que sur le schéma de financement, de plateau technique, de croisement, et puis toutes ces réformes qui ont été mises en œuvre pour la formation professionnelle, ça a été présenté ce matin, amènent à revoir un petit peu le logiciel. Soit on rentre en concurrence, soit les entreprises créent leur propre centre de formation, soit on co-construit ensemble. Il y a plusieurs schémas possibles. Justement, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça se fait de plus en plus, ça, dans les métiers, dans les filières, les entreprises montent leur centre de formation? Mais la réflexion des entreprises, en tout cas en région, c'est de faire avec les acteurs de la formation, les acteurs privés, les acteurs publics de la formation, et d'avoir plutôt justement une co-construction sur un territoire. Ce qui contribue ainsi à cette co-construction, c'est les différents appels à projets dans le cadre du plan de relance, par exemple, où très clairement, quand la BBI va étudier un dossier et l'USGPI également, va regarder la dynamique et comment c'est organiser le territoire autour d'une filière stratégique. Et on parlait de souveraineté également. Tout à l'heure, il y avait une photo d'électronique et microélectronique. On sait comment le sujet est tendu en ce moment. En région, on a ST aussi, qui est un site de production de microcontrôleurs, ST Rousset. Très clairement, ils ont un véritable problème d'attractivité dans leur métier. C'est l'enjeu crucial de formation aussi sur des nouvelles compétences, et ils veulent co-construire des parcours avec les écoles du territoire. Les arrêts métiers, par exemple, sur la supply chain chez nous dans le territoire. Ils ont travaillé aussi avec l'université sur la partie data analyse, Université de Nice et Aix-Marseille Université. Donc essayer d'aller chercher les compétences avec les écoles et co-construire des parcours. Et les entreprises sont prêtes à s'investir. Donc là, c'était une petite photo en l'usine extraordinaire qui avait eu lieu à Paris au Grand Palais. La présidente d'Industrie Méditerranée, qui est également présidente du campus, a relancé cet événement en région avec les partenaires industriels. C'est un événement qui avait cette volonté de valoriser l'industrie en région. L'usine extraordinaire a été impactée par le Covid, donc elle aurait dû aller promener dans d'autres régions. Elle va avoir lieu pendant la semaine de l'industrie de manière digitalisée. Mais c'est bien, on voit bien que les industriels, de mémoire, c'était 5 ou 6 millions d'euros pour organiser ce type d'événement, entièrement financé par les industriels. Donc on voit bien que les industriels ont un besoin et sont prêts à s'engager. Et la plupart des programmes d'investissement d'avenir qu'on dépose, donc financés par l'État, les territoires, la région souvent, nécessitent souvent des cofinancements privés. Et c'est pas simple d'aller les chercher. Donc s'il n'y a pas de besoin, les privés ne viendront pas. Voilà. Donc ça, c'est clairement cette co-construction qui est essentielle avec l'État, le territoire et les acteurs économiques pour cette offre de formation. On parle beaucoup d'industrie du futur, et j'ai quand même voulu noter l'industrie d'aujourd'hui, c'est important parce qu'on a des métiers d'usineurs qui sont en tension et de manière récurrente depuis toujours. C'est pas vraiment l'industrie du futur, c'est des métiers qui évoluent, mais voilà, donc on travaille avec les meilleurs ouvriers de France aussi sur ces sujets de certaines entreprises. Voilà. Ce que vous soulignez là, Laurent, c'est que en fait, l'industrie du futur, ça ne va pas être un renouvellement de tous les métiers. Il va y avoir des métiers nouveaux, mais on aura également des métiers traditionnels liés à la métallurgie, liés à la fonderie. Et ces gens-là, les jeunes qui se forment là-dessus, quand ils sortent de formation, ils ont un job tout de suite.
Ils choisissent même des fois leur boîte. Ce qui est parfois difficile à mettre en œuvre, c'est les formations liées à ces nouveaux métiers. Enfin, on y viendra peut-être après, mais le système est fait qu'on a des diplômes donc qui permettent de mettre en œuvre des formations. On a des titres qui existent, mais la vraie problématique, c'est un métier, une formation sur technicien sur procédé additif. L'opérateur qui va mettre en œuvre une machine additive, d'une certaine manière, quelle formation lui permet d'avoir cette reconnaissance, cette qualification et comment l'organisme de formation va pouvoir faire financer cette formation, les formateurs, etc. Donc pas évident tant que les titres ou les diplômes n'existent pas. Donc là, heureusement, il y a eu aussi beaucoup de changements avec France Compétences. Donc les métiers émergents apparaissent dans une certaine liste et permettent de mettre en œuvre de nouvelles formations plus rapidement. Mais on a une ingénierie à mettre en place et c'est là où on partage beaucoup entre écoles sur ce schéma. Voilà. Est-ce que vous mettez en place des référentiels communs? On a évoqué ça avec la Chambre de commerce ce matin, la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'on peut imaginer des référentiels de compétences? Alors là, ça peut être en France, mais également au niveau européen, de façon à harmoniser un peu tous ces métiers, on va dire, neufs de l'industrie. Est-ce que c'est dans les réflexions, dans le mouvement que vous avez initié? C'est plutôt... sur des niveaux ingénieurs, on réfléchit à des référentiels de compétences là, à l'échelle mondiale. Nous, on est engagé dans une initiative qui s'appelle CDIO pour Conceive, Design, Implement, Operate, qui est un référentiel mondial au niveau ingénieur. C'est sûr qu'au niveau ingénieur, on est dans une problématique qui est un peu différente à des niveaux plus bas, où là, effectivement, on est plutôt sur des métiers qui sont liés à des compétences pratiques ou digitales. Donc, c'est assez différent. Voilà. Mais effectivement, la question, il y a toujours eu beaucoup de travail entre les entreprises et le système de formation. Je pense que Samuel Violin aurait pu en parler beaucoup mieux que moi, hein, en particulier sur les référentiels de compétences dans les bacs professionnels, dans les BTS. Et ça continue. Voilà. Mais avec aussi la logique de référentiel qui n'est pas pour toute la vie, c'est-à-dire aussi la capacité à changer, à se former, à évoluer, c'est-à-dire avec aussi des éléments nouveaux dans la formation, en particulier des opérateurs, en particulier dans l'usage du digital, c'est-à-dire qu'on peut donner aux opérateurs une vraie responsabilité dans le système parce que c'est eux qui vont capter de l'information, qui vont être responsables de la qualité de l'information qu'ils vont donner. On responsabilise les gens qui font de la maintenance. Donc il y a une dynamique pour sortir un peu les gens d'un carcan un peu fermé de tel opérateur qui a telle compétence pratique pour les amener à plus de responsabilité et d'humanité dans l'entreprise. Et peut-être plus de coordination. Là, vous parlez de la maintenance. Avant, la maintenance, c'était un métier un petit peu à part, qui était dans un morceau de la chaîne de production. Et de plus en plus, aujourd'hui, on intègre la maintenance même directement dans la production et voire même dans la conception du produit. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un besoin de collaboration encore plus grand. Et peut-être avec les équipes, c'est un esprit à insuffler aux jeunes. Voilà, c'est aussi le système d'information et la couche digitale qui permet effectivement de montrer un impact plus global dans ce qu'on fait et à arrêter d'enfermer les gens dans un carcan. Et puis aussi sur les différentes couches organisationnelles dans l'entreprise, des opérations comme un campus des métiers et qualifications, c'est là justement pour mettre tous les niveaux de formation, hein, du CAP jusqu'au doctorat au même endroit, et aussi montrer les liens qu'il peut y avoir et les interconnexions humaines qu'il doit y avoir dans le système. C'est donc un peu, c'est vrai, votre partie, ce côté référentiel, classification. Oui, voilà, donc il y a la partie éducation nationale et sur des niveaux, donc BAC, BTS, c'est le domaine d'où je viens en fait, hein, par rapport à l'enseignement supérieur. Si on parle de la dimension internationale, effectivement l'enseignement supérieur a cette reconnaissance. Le système européen fonctionne assez bien. Dans le cas du campus, on travaille et on aspire à déposer un dossier pour travailler avec les partenaires étrangers sur cette reconnaissance de compétences, pas sur des diplômes, parce que là, les États tiennent à leurs diplômes, mais avoir une reconnaissance des parcours. L'exemple, je ne sais pas s'il sera présenté après, mais c'est le cas d'Airbus Hélicoptère qui est implanté sur 3 grands pays et 5 en Europe. Sur Airbus Hélicoptère, donc très clairement, on a des spécialisations de sites en Europe, des salariés qui peuvent être amenés à passer d'un pays à l'autre. Donc très clairement, on est dans cette réflexion.
Sur la problématique emploi-formation, là l'exemple donc Excellence Nucléaire Sud, là c'est un dossier qu'on a déposé dans le cadre du plan de relance. Les arts et métiers sont aussi dans cette candidature pour des masters spécialisés en lien avec le nucléaire. Et une demande d'EDF qui était vraiment le métier d'intégrateur en tuyauterie en environnement nucléaire. C'est un niveau technicien. Les jeunes qu'on sort de BTS n'ont pas cette culture du nucléaire. Il y a une véritable spécificité par rapport aux centrales. Donc dans le cadre du programme Grand Carénage, EDF est venu nous voir et nous ont dit on aime bien tel BTS, on aime bien les DUT génie mécanique. Que pouvons-nous faire dans ce schéma pour avoir des gens un peu mieux, plus spécialisés, gagner du temps, d'expérience et co-construire avec vous un parcours. Alors là, on est sur du sur-mesure sur celui-là, vraiment très spécifique, mais néanmoins avec un besoin identifié récurrent sur une vingtaine d'années. Et donc on a étudié avec eux, est-ce qu'il vaut mieux aller sur le DUT? Bon, il se transforme en bachelor, donc on est moins sur le schéma licence professionnelle qui disparaît. Donc on leur propose un parcours après un BTS de la chaudronnerie, puisqu'on est dans les tuyaux et concepteurs, et on va travailler avec eux sur ce parcours. Et en général, sur ces parcours qui sont à la frontière entre le niveau ingénieur et le technicien supérieur, on est à la strate entre les deux. Moi personnellement, j'aime associer l'enseignement supérieur, comme les arts et métiers ou l'université, là en l'occurrence arts et métiers, pour pouvoir avoir ce regard aussi de la recherche et ces innovations, comme ça a été cité tout à l'heure. Et c'est un enrichissement entre les formateurs également qui se crée. Les collègues de lycée, on a eu tout un pan de formation aux arts et métiers d'Aix où on mélangeait les collègues des arts et métiers avec ceux de lycée, de plusieurs lycées de l'académie, sur la 3D expérience. C'est l'outil de Dassault Systèmes qui se déploie dans nombre d'entreprises. Alors c'est sans vouloir faire de placement de produits, c'est pas le but, mais néanmoins, on tend sur une formation complémentaire à mettre en place une certification Dassault pour augmenter la professionnalisation des jeunes, puisqu'on sait que c'est demandé dans certaines entreprises. Donc jusqu'au diplôme, on ne regarde pas le logiciel, entre guillemets, c'est la compétence vraiment qui intéresse finalement l'éducation au niveau du transfert de savoir. Mais là, sur ces années de professionnalisation, allons jusqu'au bout. Aidons les jeunes à s'intégrer et directement aux besoins du territoire et des filières sur la région. Voilà. On le voit, l'open innovation qui arrive comme ça, qui se déploie depuis une dizaine d'années, cette optique d'avoir un intérêt commun, on le voit dans la formation, c'est crucial. Ce que vous évoquez là, c'est de se dire, tiens, EDF qui a une filière nucléaire, un savoir-faire très très particulier, ils ont besoin de gens très particuliers, ils doivent s'associer avec des gens de la formation comme vous. Vous apportez la brique formation, savoir-faire, transfert de connaissances, et eux, ils vont apporter les spécificités du nucléaire à des gens, on ne connaît pas forcément le nucléaire de l'intérieur. Et donc ça, c'est très vertueux. Et on apprend à parler à peu près, en tout cas avoir le même langage. C'est-à-dire que quand on regarde les compétences dans un industriel et les détails au poste près, point par point, donc c'est un peu trop fin comme maille, mais en même temps, ça part du très gros au très fin. Et finalement, dans la formation, on est souvent dans l'entre-deux. Donc comment on réécrit un petit peu ces référentiels pour que tout le monde soit d'accord et que ça réponde aux attentes d'EDF, mais aussi Framatome, etc. J'ai fait passer quelques CQP de la métallurgie, notamment en câbleur aéro. Donc c'était des câbleurs chez Airbus Hélico. Ils étaient évalués par des gens de Dassault. J'écoutais les évaluateurs des entreprises qui critiquaient la façon de câbler chez Airbus parce qu'eux, ils ne font pas comme ça chez Dassault. Donc souvent, on critique les organismes de formation parce qu'on ne fait pas exactement comme l'entreprise. Mais là, je m'amusais à voir que deux entreprises, finalement, ont comparé la méthode. Et bien évidemment, ce n'était pas la même. Mais est-ce qu'elle est meilleure ou pas? Peu importe, ce n'est pas le but. Donc c'est aussi ce dialogue-là qu'on a avec les acteurs économiques. Voilà, le sur-mesure, ils ont un bout de chemin à faire dans l'entreprise, les jeunes aussi, même diplômés et formés, et même sortant de l'alternance d'une entreprise. L'alternance, justement, on en parle peut-être dans la formation, dans les choses qui marchent bien aujourd'hui. Qui marche terriblement bien. Qui marche terriblement bien. Un modèle de formation extrêmement efficace. Des entreprises qui sont en demande, en très très forte demande, qui se sont fixés des plans de taux d'apprentis dans leurs effectifs et des ambitions de transformation en emploi derrière qui sont parfois à plus de 50%. Alors, nous, pour ce qui est d'une école d'ingénieurs, on a un petit peu du mal à répondre à cette demande parce que il y a encore dans la société une connotation un petit peu très formation pro autour du terme apprentissage.
Et on voit des jeunes, on est présent sur le salon avec nos anciens élèves. Parfois, chez les anciens élèves, cette connotation qui reste aussi. On a des difficultés à prendre un jeune, par exemple, qui sort de classe préparatoire et lui proposer le schéma de l'alternance. Ça sera assez mal vécu. Mais par contre, lorsque les jeunes se lancent dans l'apprentissage, il y a vraiment une implication dans ces études qui est beaucoup plus forte, une satisfaction de l'entreprise qui est énorme, et puis effectivement des belles réussites, sans forcément que le jeune s'enferme dans l'entreprise pour tout le reste de sa vie. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir, et on a l'habitude de dire que il y a peut-être une tendance en ce moment de se dire il faut réduire le financement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. On a plutôt tendance à dire, comme mon collègue l'a dit, il y a des belles marques dans l'enseignement supérieur. Il faut que ces marques-là portent l'apprentissage pour que ça tire tout le système et que ça redore le blason de l'apprentissage. Tout à fait, vous aussi, même analyse. L'apprentissage, c'est vraiment... L'apprentissage, c'est clairement, là sur cette formation complémentaire qu'on a mise en place, qui a une forte alternance, on a passé des jeunes en entretien. Ceux qui sortaient du statut scolaire de BTS avaient peur de se lâcher dans le monde professionnel. Donc après, il y a l'idée d'hybrider les parcours. On n'est pas obligé de faire peut-être les 3 années d'ingénieur en apprentissage, c'est peut-être la dernière année, tout comme un bac professionnel ou un BTS. Donc c'est un petit peu... les réformes nous le permettent de le faire, surtout quand on est des organismes de formation comme les arts et métiers qui proposent du statut étudiant et apprenti. On a la possibilité d'hybrider les parcours et je pense que c'est un atout et ça permet de rassurer, de faire des passerelles et de professionnaliser et les accompagner en fait dans le monde du travail. Voilà, c'est quelques exemples de projets. Vous avez eu la microélectronique, donc la Rotor Skills. Voilà un exemple de spécialisation de site Airbus, la mécanique. Les arts et métiers là sur ce sujet travaillent sur la collègue qui a lancé ça, une idée de Frugal Tech. Voilà, donc on parlait d'économie circulaire, donc nouvelle technologie mais impact sur l'humain et puis cette reconnaissance de ces nouvelles formation par rapport à France Compétences. Donc on entame des chantiers de ce type-là et on partage nos expériences. Voilà, une branche professionnelle s'appuie sur un CQP. Dans les lycées, je m'appuie sur ce qu'on appelle une formation complémentaire d'initiative locale pour financer la formation. C'est pas simple, mais on apprend ensemble. Donc ce type de projet, c'est en ce sens qu'ils sont structurants. Et là, on a aussi mis en place, Airbus est venu nous voir, dans le cadre aussi du projet européen, ils souhaitaient une safety box, donc un espace de formation à la sécurité, vol, etc. Ils vont bénéficier de fonds publics, mais je leur ai expliqué, attention, si vous voulez de l'argent public, il faudra que les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, puissent venir aussi sur le site se former. Ça a été accepté par Airbus, donc on a des flux, donc on a une ouverture de l'entreprise aussi, et un décloisonnement. Voilà, et on a négocié un simulateur de maintenance d'hélicoptère grâce à eux, etc. etc. Donc c'est des dynamiques gagnant-gagnant en fait, quand on arrive à poser ce type de schéma. Après, c'est pas simple, c'est de l'argent public. J'ai Airbus qui n'est pas habitué à faire de la commande publique, donc on a des petits exercices un peu plus administratifs, mais néanmoins, c'est du concret et on avance ensemble. Excellent. Ah, on arrive alors là. Pourquoi on arrive là-dessus? Je ne sais pas. Je crois qu'on était. Voilà. C'est le timing. On a vu passer un chronomètre. 52, il nous reste 2-3 minutes. Du coup, alors pour conclure la formation aujourd'hui, on a vu il y aura beaucoup de digital. On va rester peut-être sur cette slide que je vais remettre, voilà, sur un projet structurant. Airbus, c'est joli. On est sur de la belle industrie française. Beaucoup une co-construction donc de la formation avec les privés, avec les entreprises, pour adresser vraiment des besoins très spécifiques, très pointus. Les organismes de formation qui amènent leur savoir-faire et les boîtes qui amènent leurs besoins, quelque part. Ça, cette co-construction importante. Sur quoi on peut terminer cette table ronde. Moi, je terminerai en parlant du salon dans lequel on est. Enfin, oui. Je trouve que moi, j'ai une problématique qui est d'amener des jeunes dans l'industrie. Je trouve que quand on visite ce salon, on voit des gens qui sont passionnés. Ce pas des gens qui veulent vous vendre leur camelote. Ouais. C'est des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. C'est des femmes et des hommes qui ont envie de montrer ce qu'ils font, qui ont des vraies problématiques, qui sont vraiment soucieux des questions environnementales, des questions sociétales. Et nous, pourquoi est-ce qu'on est là ? C'est pas pour faire la promotion de l'école, c'est aussi pour faire que nos étudiants viennent visiter un salon comme ça et envie de l'industrie, envie d'aller la transformer, parce que les industriels qui sont là, ils attendent de nos jeunes qu'ils les rejoignent très vite et qu'ils aient un impact très fort dans la mutation des entreprises sur la question du digital, de l'environnemental et du sociétal. Et bravo à ce salon d'essayer de faire ça. Carrément, un grand bravo Global Industrie. Laurent, également vous, un petit mot de conclusion
justement sur la formation, pour les gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Sur la formation, on est clairement, enfin à mon sens, à une période charnière. Il y a un véritable changement. L'apprentissage, le schéma change, cette notion de parcours de formation tout au long de la vie. Donc là, on est dans l'industrie, on voit ces évolutions technologiques, mais elle impacte finalement toutes les filières, globalement. Donc en tout cas, c'est une charnière un tournant à pas louper, même si on est sur de bonnes bases. Donc pour moi, c'est beaucoup de perspectives en tout cas. À une échelle européenne, Airbus français, mais franco-allemand, espagnol. Donc on a cette dimension-là, elle est très très importante pour les industriels. On a fait un campus franco-allemand pour échanger avec nos partenaires de bavarois. Il a été décidé à une époque que les Allemands auraient les composites et les Français la mécanique. Donc on voit bien que même inculquer la notion de l'Europe pour nos jeunes est important du point de vue industriel, et avec ces notions de souveraineté. Donc je pense que la formation, elle est au service de cette souveraineté, si on devait conclure un petit peu. Excellent. Alors on va terminer justement sur ce beau message de l'Europe. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. Et puis, le Salon Global Industrie bat son plein et continue. On se retrouve bien sûr sur les chaînes thématiques JE Channel. Et puis, dans quelques instants, une nouvelle table ronde consacrée au défi de l'IoT. Très bon salon à toutes et à tous et merci à tous les deux.